Très bien. Bon, alors on y va. Bon, eh ben, bonjour d'abord à toutes et à tous. Un grand merci de nous retrouver pour ce premier rendez-vous de la SFU 2024. Donc d'abord, au nom de tout le conseil d'administration de la Société française des urbanistes, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année, pleine de découvertes urbaines, voilà, de beaucoup de bonnes choses pour vous, vos projets, vos proches. Et on est vraiment très, très heureux donc de commencer cette année avec un sujet dans ce rendez-vous vraiment beaucoup d'actualité, hein, on ne pourra pas dire le contraire, qui est l'urbanisme de l'eau. Et je suis encore plus heureux pour ce faire d'accueillir avec nous ce soir Guillaume. Donc Guillaume, en fait, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Il travaille avec moi dans le cabinet d'ingénierie Artelia depuis plus de 10 ans. Vous allez voir il est vraiment passionné et expert du coup en hydraulique urbaine, mais aussi en géomatique, hein. C'est un geek de la data, comme on dit. Et ben, Guillaume a éprouvé le besoin il y a 3 ans de parfaire un petit peu son expertise en développant une thèse à propos d'une nouvelle méthode qui permet en fait de partager, de concerter et de construire finalement une nouvelle vision des territoires par le spectre du ruissellement et de la gestion de l'eau dans la ville. Donc, merci beaucoup, Guillaume, de nous partager tes expériences et ta méthode. Je précise juste en préambule que l'ensemble de tes travaux donc, a été primé en tant que prix national de l'ingénierie il y a 2 mois, en octobre 2023. Donc, je pense que ça vient saluer, en fin de compte, cette invention de ce nouveau regard que tu apportes à l'urbanisme. Donc effectivement, l'eau, c'est la mer et l'origine de toutes les actions d'urbanisme, c'est même l'origine de la vie. Donc on est très impatient de découvrir un petit peu tes travaux. Comme d'habitude, donc je vais te laisser la parole pendant 20 minutes, une demi-heure, et tu vas, à travers tes diapositives, nous présenter de façon sûrement trop rapide l'ensemble de la méthode. Et puis ensuite, donc, on rallumera nos caméras et nos micros pour faire place au débat. Et on pourra donc discuter avec toi de cette fameuse méthode. Voilà, mais je coupe à mon tour ma caméra et mon micro et la scène est à toi. Merci beaucoup, Guillaume. Mais déjà, alors, on va faire les choses dans l'ordre. Voilà. Mais déjà, surtout, merci à toi, Laurent, pour l'invitation et à la SFU aussi de m'inviter et présenter mon travail autour de la méthode. Donc, c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai entamé un doctorat qui va bientôt finir dans quelques semaines autour de ces sujets de la gestion de l'eau et notamment via la méthode. Alors, la méthode a commencé un petit peu avant. Et moi, ce que j'aimerais ce soir partager avec vous, en réponse à cette invitation qui m'honore, c'est en quoi la méthode permet, justement en mettant l'eau au centre du jeu, de vous proposer un nouvel outil performant de planification pour les territoires. Alors on va faire, excusez-moi, on va faire doucement. Je vous propose une croisière au rythme de 4 escales. D'abord, qu'est-ce que c'est que la méthode? Vous n'avez pas de raison de le savoir, ça me paraît important de commencer par là. Ensuite, dans méthodo, il y a eau, et vous allez voir la métaphore de la goutte d'eau et de l'eau effiler lourdement tout le long de la présentation. Donc, pourquoi nous avons choisi l'eau comme vecteur d'aménagement du territoire et comme vecteur d'adaptation des territoires au changement climatique? Et puis, bon, on parlera brièvement de quelques-uns des défis qu'on a eu à résoudre quand on a inventé la méthodo, pour revenir sur ce que c'est la méthode en guise de conclusion, à travers un cas concret, un exemple qui est celui du plan pluie du Grand Reims. Voilà, je ne vais pas rentrer plus avant dans le plan, on va le dérouler tous ensemble. Et avant de commencer de rentrer véritablement dans le vif du sujet, ça me tient, moi c'est une citation que j'aime beaucoup, c'est cette citation d'Abraham Maslow qui dit que quand on a comme outil comme seul outil un marteau, eh bien tout problème ressemble à un clou. Et l'étape zéro pour comprendre ce que c'est que la méthodo, eh bien, c'est de relire cette phrase et de se dire que quand on a inventé la méthodo, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se demander si, en matière d'aménagement du territoire, on n'était pas en train de voir que des clous parce qu'on n'avait qu'un marteau.
Et donc, il y a 4 ans, quand on a commencé nos travaux de recherche et de développement, on s'est dit, et si on prenait le contre-pied et qu'on essayait d'inventer autre chose qu'un marteau? Alors, pour ça, hein, pour inventer la méthodo, il a fallu se décaler pour intégrer ce que j'ai mis un petit peu sous forme de gouttes d'eau ici, de nuages de mots-clés en forme de gouttes d'eau, les nouvelles données qu'on a aujourd'hui sur les territoires, qui sont des données majoritairement issues des satellites, les photos aériennes à très haute résolution, les données topographiques, des données de température. On a énormément de données géographiques qu'on n'avait pas avant. On a aussi des sujets qu'on n'avait pas avant, ou qu'on avait avant, mais dans lequel on rentre beaucoup plus dans le dur. C'est le sujet du changement climatique, des changements climatiques. C'est le sujet des défis de société, des problématiques citoyennes que ça nous pose collectivement à tous. Et c'est le sujet de devoir planifier notre réponse avec tout le monde et de prendre des décisions dans un climat et dans un contexte pétri d'incertitudes, puisque on ne sait pas, euh, et encore plus en matière de gestion de l'eau, déterminer toutes les conséquences précises des changements climatiques et du changement climatique. Donc, ce sont 4 concepts clés, hein, quelque part. Gérer les incertitudes en co-construction, en associant les citoyens à toutes les échelles et de manière systémique, en regardant l'intégralité du système, parce que ce n'est pas ce qu'on a fait jusqu'à présent, et c'est le plus gros décalage qu'apporte la méthodo. Étape 1, c'est véritablement ça. On a machiné tous ces concepts en recherche, en innovation, et on a abouti à un nouvel outil de planification pour l'adaptation des territoires aux effets du changement climatique. Et c'est ça, la méthodo. C'est le fruit de nos efforts des ingénieurs d'Artelia, des chercheurs d'Artelia, pour trouver ce nouvel outil de planification pour des territoires résilients. Alors, ça, c'est très abstrait, ça donne une définition générale. Je pourrais vous présenter cette diapositive dès maintenant en vous disant, voilà, la méthodo, c'est ça. C'est un processus en 2 axes convergents qui permet d'aboutir à un jumeau numérique d'aide à la décision. Bon, très simplement, la méthodo, ça revient à la fin à mettre des lunettes que vous avez construites vous-même, que nous vous avons accompagné à construire pour voir votre territoire autrement. Mais je ne vais pas en dire plus sur le détail de ce qu'est la méthodo maintenant. Parce que pour bien comprendre en quoi on a changé de paradigme et en quoi la méthodo va vous apporter du service, il ne faut pas parler tout de suite du détail. Il faut d'abord se demander pourquoi nous sommes partis sur la gestion de l'eau et pas, par exemple, sur les îlots de chaleur urbains ou sur la biodiversité ou sur d'autres thématiques. Bon, pourquoi pas les transports aussi, tant qu'on y est, d'autres thématiques. Alors, l'idée derrière, ce qu'on voulait faire, c'était adapter les territoires aux effets des dérèglements climatiques et à la perte de biodiversité, tout cela en s'appuyant sur les solutions fondées sur la nature. Et quand on choisit de se décaler, parce qu'on constate que les méthodes actuelles ne sont pas forcément ultra performantes pour arriver à faire ça, eh bien on se dit que c'est un programme plus qu'ambitieux. Et il faut un point de départ. Moi, je suis hydrologue à la base. Voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas du tout urbaniste. Donc, pardonnez-moi aussi si je dis la palissade ou quelques contre-vérités en matière d'urbanisme, ce n'est pas mon métier. Mais par contre, je connais très bien le milieu de la gestion de l'eau. Et ça m'a semblé, à moi et aux équipes derrière de R&D, ça nous a semblé un point de départ tout à fait pertinent pour démarrer l'outil. Alors pourquoi? Eh bien, quand on dézoome, quand on parle de gestion de l'eau, on ne va pas parler de toute la gestion de l'eau, mais on va parler de la gestion des eaux pluviales. Pourquoi? Parce que les eaux pluviales, bon, déjà, quand il pleut partout et sur tout le monde, donc ça concerne à peu près tout le monde. Et puis quand il pleut pas, c'est parfaitement symétrique, il pleut pas pour tout le monde et sur tout un territoire. Voilà. Et puis quand on cherche un petit peu la littérature, qu'elle soit scientifique, technique, administrative, quelque part, autour de la gestion des eaux pluviales, de la gestion de l'eau, on se rend compte que ces dernières années, depuis 2016-2017, il y a un foisonnement de documents qui parlent de solutions fondées sur la nature, qui parlent d'événements météorologiques extrêmes, donc sécheresse, inondations, qui mettent petit à petit l'eau au centre de la prise de décision, ou comme principal facteur de risque, comme principal facteur de ressources, comme enjeu aussi. On se rend compte que l'eau est très intriquée. Il y a même, c'est ce que j'ai mis en plus grand, une stratégie nationale de gestion durable des eaux pluviales depuis 3 ans, dont les 2 premiers axes sont assez symptomatiques. Le premier, c'est intégrer la gestion des eaux pluviales dans les politiques d'aménagement du territoire. C'est le ministère qui le dit.
Axe 2, mieux faire connaître les eaux pluviales et les services qu'elles rendent. C'est quand même assez symptomatique. On se dit, bon, les eaux pluviales, en tout cas, ça bouillonne. Ça bouillonne et ça vaut peut-être le coup de creuser. Puis quand on va un petit peu plus loin sur les eaux pluviales, on se rend compte que la gestion des eaux pluviales, c'est un petit peu toujours plus. Alors, il y a un excellent rapport du CGEDD que je vous conseille qui s'appelle Gestion des eaux pluviales, 10 ans pour relever le défi. Mais à droite, je vous ai mis la synthèse pertinente pour ce soir. C'est que dans les années 60, la gestion des eaux pluviales, et avant d'ailleurs, c'était les inondations. Il pleut fort, ça inonde. On évacue. C'était la pensée dominante, voilà, le fameux tout à l'égout, on va le dire comme ça. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, les chercheurs ont remarqué qu'on donnait de plus en plus, on en demandait de plus en plus aux eaux pluviales. La gestion des inondations, on a demandé, bon, c'est bien de gérer les inondations, mais ça serait bien avec une intégration urbaine et paysagère. Ça serait bien aussi de maîtriser les pollutions, de restaurer les régimes hydrologiques des cours d'eau ou les régimes hydrologiques des nappes, de pouvoir utiliser la ressource eau pluviale, de taper dans l'écologie des cours d'eau, de proposer des stratégies de résilience, de lutter contre les îlots de chaleur, j'en passe et des meilleurs. Donc on se rend compte, quand on creuse, que même dans la littérature scientifique, on arrive à documenter le constat que les eaux pluviales, c'est toujours plus et que ça se retrouve à la croisée de tout un tas de problématiques. Et puis en plus, ça a l'air d'être un sujet bien connu. Bon, avec des acteurs morcelés, en France surtout, mais qui parlent tous un langage commun. C'était donc pour nous l'évidence que c'était le parfait point de départ de notre outil. Alors maintenant qu'on a dit ça et qu'on se dit, bon, ok, on va mettre la gestion des eaux pluviales au centre, comment on s'interface sur un outil de planification territoriale? Comment on transforme l'essai? Comment on se dit? On part de la gestion de l'eau et comment on arrive à un outil de planification territoriale? C'est là où on a besoin, on a un certain nombre de défis, où on a besoin de science, on a besoin de recherche, de développement, d'innovation pour y arriver. Alors, on a notamment besoin de réfléchir en termes de services écosystémiques, c'est-à-dire de s'intéresser à l'ensemble du système, sans rentrer dans ces définitions qui peuvent être piégeuses et complexes. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en matière de gestion de l'eau, tout comme en matière d'aménagement du territoire, la norme jusqu'à présent, c'est de s'intéresser à un morceau de la problématique. On s'intéresse à l'inondation, on s'intéresse à la sécheresse. On ne s'intéresse pas forcément au lien entre les deux. On s'intéresse au fait d'avoir de l'eau à disposition pour pouvoir avoir des espaces paysagers et arborés. Sans eau, c'est difficile, mais on ne s'intéresse pas au lien que pourraient avoir ces espaces sur le ruissellement. Et ce n'est pas pour rien qu'on ne s'y intéresse pas, on arrive à documenter et à constater cette carence, c'est que les approches unifactorielles, elles sont très performantes et déterministes, elles vous donnent des grandeurs mesurées, certifiées, modélisées, mais elles échouent dès qu'il faut prendre deux facteurs, et encore moins quand il faut s'intéresser à l'intégralité d'un objet aussi complexe que le cycle de l'eau. Donc on bute sur ce constat-là et on se doute qu'il va falloir réfléchir à ça si on veut aboutir à un outil. Donc il va falloir s'intéresser à l'ensemble du système. Un deuxième défi, c'est qu'il va falloir gérer l'incertitude, et encore plus en matière de gestion de l'eau. Aujourd'hui, bien malin qui sait prévoir exactement le changement du régime des pluies. Globalement, on sait qu'il va faire plus chaud, il va pleuvoir plus fort et plus souvent, et il y aura plus de sécheresse. Très bien, mais ça ne dit pas grand-chose après au niveau opérationnel. Et ce n'est pas simple à prévoir. Donc, on se retrouve coincé avec une incertitude. Donc, il faut raisonner autrement qu'avec des approches qui vous donnent, s'il pleut telle quantité, il faudra faire telle action. S'il ne pleut pas telle quantité, il faudra faire telle autre action. Non, là, on ne sait pas, on n'a pas le quantitatif. Donc, il va falloir raisonner avec d'autres concepts. Ces concepts, ce sont ceux de la vulnérabilité et de la susceptibilité. Donc, au lieu de se demander à mesurer ou à calculer une valeur, on va étudier un système pour regarder s'il est plus ou moins susceptible de, ou plus ou moins vulnérable à quelque chose. Donc, par exemple, est-ce que un territoire donné, est-ce qu'il est plus susceptible de subir des inondations? On peut le mettre une note. S'il est très susceptible de subir des inondations, on met 0. Et puis, s'il n'est pas du tout susceptible, même s'il pleut dessus le déluge, eh bien, on met 5.
Voilà. On a des sens de variation, on a des indicateurs abstraits. Ça va fonctionner à toutes les échelles, c'est très intéressant, mais on va buter sur une difficulté majeure, c'est de disposer d'une évaluation objective de cette vulnérabilité, de cette susceptibilité. Comment on sait si le territoire il est plus ou moins susceptible à subir des inondations? C'est compliqué. On n'a scientifiquement pas les outils pour le faire. C'est d'ailleurs le sujet de mon doctorat très particulièrement de le faire pour le pluvial. De concevoir des outils pour le faire pour le pluvial. Donc après, bien, ça change notre manière de représenter, d'appréhender le monde. Ça propose un référentiel qui est modulable et agile, mais c'est un référentiel qui doit reposer sur des outils techniques et scientifiques nouveaux, qui ont été mis en place quand on a conçu la méthode. Un avant-dernier défi, c'est celui de la co-construction. On a bel et bien envie, en tout cas c'était le projet initial, de travailler avec des solutions fondées sur la nature. Donc il y a une définition, nous on adopte celle de l'UICN, de l'Union internationale, qui derrière. Et puis quand on regarde cette définition, on voit des mots-clés. Bon, on retrouve les écosystèmes, services écosystémiques, changement climatique, gestion des risques. Tout ça, on le retrouve. Mais on retrouve aussi plusieurs fois, sur la définition complète, des petites choses comme défis de société. Ça veut dire que quelque part, si on veut s'adapter au changement climatique via les solutions fondées sur la nature, on ne peut pas oublier la société, on ne peut pas oublier les citoyens, on ne peut pas oublier dans nos réflexions de planification les habitants. Alors il n'y a pas que ces définitions-là qui le disent, bon, ça veut dire aussi qu'il va falloir co-construire plutôt que concerter. Concerter, on sait faire, c'est un objet plutôt bien défini, c'est un objet assez descendant, c'est un objet qui implique peu de personnes, la concertation, au final, pas forcément de manière générale. Co-construire, pour que ça soit opérationnel à la fin et que ça débouche sur du concret, c'est pas forcément aussi simple. Ça, c'est aussi quelque chose qui vient derrière. Et on doit co-construire quoi? On doit co-construire de la planification, de l'aménagement, c'est-à-dire de l'aide à la décision. Et donc ça nous a beaucoup cadré sur la méthodo, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que si la méthodo, ça devait être une seule chose, ça devait être de la co-construction de bout en bout. Voilà, l'idée, c'est de ne pas se retrouver comme sur l'image de droite avec une massue, mais bien de construire ensemble les finalités à atteindre. Et j'insiste, construire ensemble les finalités à atteindre, ça veut dire que contrairement à un bon paquet d'autres méthodologies, on ne raisonne pas en moyens, on raisonne en résultats. C'est un certain lâcher-prise parce qu'en plus de ça, ces résultats, on les construit, on les co-construit avec les parties prenantes sur le territoire. L'ensemble des parties prenantes, pas une sélection des parties prenantes, l'ensemble. Et en matière de gestion des eaux pluviales, quand il pleut sur tout le monde. Donc l'ensemble des parties prenantes, ça fait beaucoup de monde. Ça nous permet de nous préoccuper à tout instant de l'acceptabilité sociale et à la fin de bel et bien mettre au service des parties prenantes sur un territoire des documents d'aide à la décision qui fonctionnent à toutes les échelles, qui, grâce à nos visions systémiques et en vulnérabilité, sont quantifiables, scénarisables et qui répondent parfaitement aux grandes questions de l'aide à la décision et qui remplacent, à mon avis, avantageusement les coups de massue. Où agir, quoi faire et avec quelle performance en fait, que fait-on, enfin, voilà, où faut-il porter notre action, que faut-il faire et l'action menée va-t-elle être performante? Ce sont les grands défis quand on a voulu concevoir la méthode, quand on a voulu l'inventer, ce sont les grands points de blocage, les grands verrous qui nous ont occupés et monopolisés pendant 4 ans. Maintenant, eh bien, la méthode, qu'est-ce que c'est? C'est notre réponse à ces grands défis-là. Et je reprends le schéma que j'ai mis au début. La méthode, c'est d'abord et avant tout un processus symétrique avec d'un côté de la co-construction, dès le démarrage et jusqu'au bout, de bout en bout. Cette co-construction, elle est là pour qu'à la fin, ce qu'on met en place avec la méthode, on puisse en garantir l'acceptabilité et l'opérationnalité. De cette manière, puisque vous avez construit avec tout le monde, a priori, vous savez que vous tapez juste, que vous allez au bon endroit. Taper, c'est pas le mot, ça reprend la massue. Vous savez que vous allez au bon endroit et de la bonne manière. Alors, ça repose sur énormément d'échanges et de communication. Pour le plan Plus du Grand Reims, dont on parlera tout à l'heure, il y a plusieurs centaines d'interviews, il y a plusieurs centaines d'heures d'interviews, il y a des centaines d'heures d'ateliers, il y a plus de 200 ateliers qui ont été menés avec les parties prenantes par groupe de 10 de co-construction.
Tout ça pour aboutir à des définitions partagées. Comme ça, on définit avec le territoire et ses parties prenantes la problématique, la manière de décrire cette problématique et les enjeux qu'elle suppose. Et enfin, avec les personnes autour de la table, on se fixe des objectifs, non pas des moyens, on se fixe des objectifs à atteindre. Voilà. Mon territoire, demain, on veut l'emmener là-bas et on veut le faire de cette manière. Et ça aura tel impact a priori. Évidemment, il y a toute la partie évaluation. Et tout ça, tout ce processus en miroir repose sur une nouvelle capacité à représenter, à voir le territoire autrement, fondé sur les données cartographiques, sur de l'analyse de données, sur des modèles qui sont systémiques plutôt qu'unifactoriels, qui fonctionnent sur le concept de vulnérabilité et de susceptibilité. Donc on appelle ça des modèles par score de susceptibilité, qui sont très simples. Vous avez des scores de 0 à 5. On s'arrange quand on co-construit pour que vous n'en ayez pas 50 des scores. En général, il y en a 5 ou 6, mais qui ne sont pas simplistes. Il y a énormément d'ingénierie et de recherche derrière, et qui vont représenter la variation d'un système. Et à la fin, vous avez des cartes de scores de susceptibilité au mètre carré, c'est quand même assez détaillé, qui vous disent, voilà, ici, vous êtes plus susceptible d'avoir des inondations que là-bas. Ici, vous êtes plus susceptible d'avoir de l'aptitude à la biodiversité que là-bas. Vous avez un état des lieux et la capacité de scénariser des évolutions. Alors bien sûr, ce processus, il repose sur des outils qui doivent être agiles, puisque quand on co-construit et que jusqu'aux finalités à atteindre, il faut évidemment que ces outils puissent s'adapter et qu'ils soient un peu couteau suisse et caméléon. Donc il faut des outils agiles, il faut aussi des outils techniques et des outils scientifiques très performants au service de ce processus. Donc la méthode, en plus d'être un processus, c'est une boîte à outils. Et c'est toujours la même chose. Côté gauche, vous avez tous les outils dédiés au pilotage des démarches participatives, à la co-construction, à la visualisation des résultats, au fait de pouvoir bouger un curseur et de voir quels impacts un choix stratégique ou un choix de planification va pouvoir faire. Alors, parmi ces outils, il y a notamment un jeu de cartes de co-construction, parce que quand on va dans le concret, quand il faut faire de la co-construction avec presque 300 personnes par groupe de 10 pendant 2 heures, eh bien, il faut bien un vecteur pour que ça soit tout le temps carré, calibré. Moi, je reste un ingénieur de base, que ça soit carré, calibré, et qu'à la fin, on ait bel et bien le résultat attendu des ateliers. On a choisi de le faire par des approches ludiques qui, en plus, permettent de rendre les choses visibles, agréables, de faire de la pédagogie et d'être utilisées dans d'autres contextes. Et puis, de l'autre côté, vous avez des outils un peu plus géomatiques, un peu plus data science, les cartes notamment qui sont résultats de la démarche. Un outil très particulier que je me permets de citer nommément, qui est le modèle Horus, qui est mon sujet de doctorat, ce que j'ai conçu pendant mon doctorat, je me le permets, pour que ce sont des outils beaucoup plus lourds, beaucoup plus complexes. Alors, bien sûr, il est tout à fait possible de mettre en service ces outils sans le reste. On en reparlera après. Et moi, je ne vais pas en dire plus sur ce qu'est la méthode, je vais maintenant vous parler du plan pluie du Grand Reims. Donc le plan pluie du Grand Reims, la méthode, ça a été l'échafaudage qui a permis de le construire. Le plan pluie du Grand Reims, c'est un document de planification, de gestion des eaux pluviales, c'est un schéma directeur de gestion des eaux pluviales comme il s'en fait tant, dans le respect de la hiérarchie des documents de planification, en conformité avec certains et puis en compatibilité avec d'autres. C'est une collectivité, le Grand Reims, qui fait 1500 km² de territoire, 143 communes, pour 270 000 habitants. C'est normalement la communauté urbaine la plus grande de France. C'est aussi la moitié d'un département. Voilà. Donc, et ils ne font pas que du champagne, ils avaient des problématiques de gestion des eaux pluviales. Et bien, via la méthode, on a co-construit avec eux et on a mis en place une culture et des connaissances partagées. Maintenant, l'ensemble des acteurs, pas juste les services de l'État, pas juste les agences de l'eau, pas juste les agences d'urbanisme, pas juste la collectivité ou les collectivités, il y a des communautés de communes, il y a des EPCI, il y a des EPTB, il y a plein de collectivités différentes là-dessus sur le territoire. Tout le monde, des associations citoyennes aussi, très clairement, partagent en matière de gestion des eaux pluviales et en matière de gestion des eaux une culture et des connaissances. Et par ce partage qu'on a construit avec eux, ils ont sorti des enjeux et des stratégies
et les enjeux et la stratégie sont systémiques. Hein. C'est-à-dire qu'ils se sont intéressés, hein, qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et eux, ils l'ont construit autour de 5 grands critères, donc les fameuses cartes à score, hein, des critères de biodiversité, de qualité des masses d'eau, hein, des qualités de l'eau, d'empreinte foncière des solutions déployées sur le territoire, de cadre de vie et de protection des populations contre les épisodes extrêmes, notamment les inondations. Mais pas que. Donc ils se sont donné ces enjeux-là, ils ont évalué leur territoire autour de ces enjeux, et puis derrière, ils en ont déduit, nous les avons accompagnés, hein, bien sûr, une planification entièrement construite. Que fait-on pour améliorer les scores des cartes, en fait, très clairement, sur chacun de ces enjeux? Donc tout ça repose sur les outils au service du processus. Vous avez bien un diagnostic systémique du territoire sur ces 5 critères. On regarde l'intégralité du système, où en est-on? Il y a des outils de modélisation, hein, pour une planification agile, pour pouvoir faire de la scénarisation, pour pouvoir faire, voilà, demain je développe tel ZAC ou j'ai tel projet de BHNS. Quel impact sur mes critères? Est-ce que j'augmente le service à la biodiversité en fonction des choix, hein, du projet de BHNS, ou est-ce que je vais les diminuer? Et puis ben, derrière, vous avez donc de l'aide à la décision opérationnelle et fonctionnelle, jusqu'à des outils d'aide à la décision gratuits, accessibles pour tous les citoyens usagers sur le territoire pour leurs projets de tous les jours. Voilà, l'outil s'appelle Parapluie, il est paramétré, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc c'est véritablement la méthode, hein, ça a été, c'est l'échafaudage qui permet de mettre ce type de planification à l'œuvre. Alors, il y a quelques jalons, quelques clés quand même pour garantir la bonne application de la méthode. Bon, d'abord, nous, on a travaillé dessus pendant 4 ans. Moi, c'est mon sujet de recherche. Donc, on les a clairement identifiés. Et puis, ils sont suffisamment en lien avec le sujet de la planification et en lien avec le changement de paradigme pour que je vous les présente quand même. Donc, le premier jalon pour que ça fonctionne, la méthode, c'est qu'il faut qu'à la fois les parties prenantes sur le territoire, ou la majorité des parties prenantes sur le territoire, et l'équipe qui travaille au déploiement de la méthode soient prêts à changer de pied. Hein, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à s'interroger différemment et à parfois lâcher un peu, sauter un peu dans le vide sur les méthodologies. Moi, ça a été extrêmement difficile pour moi. J'ai appris à faire des gros modèles hydrauliques avec des gros calculs bien compliqués. Travailler en susceptibilité, bon, au début, je n'étais pas forcément à l'aise. Voilà. Donc, ça nécessite de savoir changer de pied. Ça, souvent, il faut un accompagnement au changement. Et souvent, c'est pas tout le temps. Le deuxième point clé pour déployer la méthode, c'est l'importance du dialogue, de la communication, de la co-construction. Donc, il est bel et bien possible de déployer les outils qui servent le processus sans tout ça. Mais tout ça, c'est-à-dire la co-construction, c'est bien plus que la moitié du chemin. C'est un bon 80%. Ça perd beaucoup de son sens de ne pas passer par tout ce qui est co-construction. Ça perd aussi beaucoup de son intérêt, parce que c'est hautement satisfaisant, hautement valorisant, les étapes de co-construction. La méthode repose entièrement sur de la science de la donnée cartographique. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'il faut des géomaticiens pour travailler sur ces sujets-là. Et puis, il faut aussi un back-end scientifique et technique d'assez haut niveau, puisque quand on co-construit des définitions, on ne les co-construit pas en dehors de tout cadre réel et de tout cadre scientifique. C'est-à-dire que les résultats par exemple, pour reprendre le plan pluie du Grand Reims, l'indicateur de biodiversité, ce n'est pas une définition, il y a des définitions simplifiées qui ont été données pour le grand public, mais derrière, il y a des définitions, il y a une manière de le calculer qui est fondée sur des analyses bibliographiques, sur des modèles, sur des manières d'aller chercher ce que c'est que le service à la biodiversité via la gestion des eaux pluviales et via l'aménagement du territoire. Et ça, il faut à chaque fois remettre le métier sur l'ouvrage et se réinterroger, puisque chaque territoire va être différent et va vouloir une définition différente, adaptée à sa problématique. Donc il faut avoir les épaules et le back-end, le support scientifique et technique derrière pour pouvoir répondre à cette attente-là et amener tout ce qui est formation et montée en compétences des parties prenantes.
Moi, je vous remercie de l'attention qui a été la vôtre, hein. J'espère que j'ai pu au moins un petit peu vous expliquer qu'en plaçant l'eau au centre du jeu, on peut vraiment changer de paradigme et disposer d'un formidable, moi je le trouve formidable, outil de planification pour des territoires résilients. Et puis ben, je reste là, hein, je serai ravi lors du débat à venir voilà, de voir avec vous des opportunités, de mettre en lumière avec vous des opportunités concrètes d'utilisation de la méthodo, hein. On l'utilise sur des sujets de planification comme le zéro artificialisation net, comme les trames vertes et bleues. On peut l'envisager pour des SAG, les schémas d'aménagement de gestion des eaux, mais on peut aussi l'envisager pour des SCOT. Donc tout ça, il y a véritablement des sujets. La méthodo peut amener véritablement quelque chose à la fois en termes de planification, mais aussi en termes d'opérationnalité. Je vous remercie. Un immense merci, Guillaume, pour cette explication brève mais passionnante. Donc, j'invite tout le monde à rebrancher les caméras et les micros pour faire place au débat.